Je suis revenue de Montreuil, nous sommes vendredi après-midi, je vous fais un premier débrief. Alors, j'y retourne dimanche avec mon fils, j'y retourne lundi normalement seule. Soit je fais des emplettes, soit je fais pas l'emplette, je ne sais pas, mais c'est vraiment très 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 tentant. J'ai pris plein de photos, j'ai envie d'acheter plein de bouquins, donc j'ai pris les photos avec les résumés, comme ça j'ai mis aussi sur Instagram parce que si jamais vous en avez lu certains, vous pouvez me donner votre avis. Beaucoup de scolaires, comme d'habitude le vendredi. Pas mal de monde, mais moi j'y suis allée entre 10h30 et 13h30. Et entre midi et 13h30, vraiment les gens étaient assis à manger en fait. Donc peu de monde dans les allées, finalement très respirable, très sympa. J'ai un peu mal au crâne, je vous avoue. Mais bon, c'est normal, hein, c'est un salon. Beaucoup, toujours les mêmes stands. Alors ce qui est bien, c'est que à Montreuil, souvent, les gros stands sont toujours à la même place. Et ça, c'est pratique parce qu'on se repère, on sait où est quoi. Et ça, c'est parfait. Il y a un endroit que j'aime bien aller voir aussi, c'est le petit marché. Alors, je ne sais plus si ça s'appelle le marché des créateurs, je ne sais plus, mais c'est des petites maisons d'édition. C'est au premier étage, au fond, en fait, il faut y aller. Et en fait, là, il y a plein de petites maisons d'édition. C'est là où j'avais vu l'an dernier la tête ailleurs. Et je les ai retrouvées cette année, je les ai vues. Et j'ai vu qu'il y avait une nouveauté. Donc, j'attends dimanche pour que mon fils voit ça. Et soit on l'achètera dimanche, soit moi je le prendrai lundi à ce moment-là. Mais j'aime beaucoup ce qu'ils font, la tête ailleurs, donc c'est vraiment très très chouette. Et puis voilà, plein de salons, enfin plein de stands, énormément de choses. J'ai vu Monsieur Toussaint l'ouverture, je pensais pas les voir, et en fait, ils ont un bon stand, donc je les ai remerciés pour tout ce qu'ils font éditorialement. Il m'a parlé, il est très bavard le monsieur qui était au stand, c'était très sympa de discuter avec lui. On a parlé de Anne, on a parlé de Émilie, qui en fait un peu plus autobiographique que Anne, parce qu'en fait les gens pensaient que Lucy Maud Montgomery s'était servi du personnage de Anne de Green Gables pour raconter un petit peu son autobiographie. Donc il y a quelques éléments effectivement, mais en fait le personnage qui se rapproche le plus de Lucy Maud Montgomery, c'est Emily, parce que cette petite fille veut devenir écrivaine, et la littérature et la lecture, c'est vraiment un peu toute sa vie. Donc c'est vraiment plus le personnage qui se rapproche de Lucy Maud Montgomery. Donc ça c'était très intéressant, on a parlé de la ligne éditoriale, on a parlé de Michael McDowell, il en reste 2 à publier encore dans l'espèce d'ambiance un peu sombre, un peu glauque à Babylone, tout ça, voilà, il y a encore 2 titres, parce que Michael McDowell n'a pas fait que ça. Zephyr Alabama, ils vont pas le refaire en hardback, parce que ça n'a pas très bien marché, et parce que c'est plus trop le propos en fait, c'est pas vraiment jeunesse, parce que ça s'adresse aussi à un public adulte. Donc ils vont le refaire dans la collection toute sobre. Ils l'ont ressorti là en verre, souple en fait, un peu comme ils avaient fait Watership Down. Quoique là, Watership Down, ils l'ont refait en hardback, très très beau. Et donc voilà, ils vont refaire Zephyr Alabama, mais pas en hardback. Donc voilà, il y avait des petites bougies, alors je me suis dit, il y en a peut-être qui sont à vendre, et effectivement, je pense que sur le site, elles sont à vendre. Mais là, c'était le coût d'une opération pour 2 livres achetés de la saga Anne ou Emily, il y avait une bougie offerte. Mais comme j'avais pas envie d'acheter et que voilà, je me pose encore la question de est-ce que je continue peut-être avec Rila Marilla, je sais pas. Mais je pense quand même que je passerai par Emily à un moment donné parce que ça a l'air tout mignon et parce que je serais contente sûrement de retrouver l'univers dans quelques années de cette autrice-là. Mais peut-être la bougie, effectivement, je regarderai si je peux l'acheter à part parce qu'elle sentait super bon. Et puis c'est une bougie Anne de Green Gables, donc c'est pas mal, voilà. Donc ça c'était pour Monsieur Toussaint l'ouverture. Et puis qu'est-ce que j'ai vu? Ah oui, je suis allée voir Nathan et Tom qui ont publié, vous savez, le guide de littérature ado de leur maison d'édition qui s'appelle les éditions du Grand Peut-être, je crois. C'est un guide qui est génial, je vais vous le chercher, il est top. Voilà. Voilà, Enquête d'un Grand Peut-être. Guide de littérature ado par Tom et Nathan Lévesque, c'est aux éditions... C'est pas écrit, mais c'est les éditions du Grand Peut-être. Et je vous le montre très rapidement. Tiens, je vais vous lire le résumé. Enfin, le résumé, non, le sommaire. Je l'avais fait dédicacer il y a 2 ans, quand il était sorti. Donc on a un historique sur un peu Harry Potter. Lecture ado, littérature quelle frontière, une lecture complète, une littérature young adulte, une littérature de passage. Pourquoi lire de la littérature ado quand on est adulte? Ensuite, on a 100 incontournables, on a tous les coups de cœur, littérature ado et société, sur la famille, la protection de la jeunesse, la sexualité, la révolte, diversité et représentation en lecture ado, un monde en crise, et ensuite on a les chemins de la littérature ado, entrée en littérature ado, prescription et émancipation. C'est quoi une bonne couverture, une exploration collective de la littérature ado, nanana, boîte à outils, et il y a des nouvelles aussi, et il y a plein d'auteurs alors il y a Anne-Laure Mondou, Stéphane Servant, Clémentine Beauvais,
J'en cite quelques-uns, Tom Lévesque, du coup, Timothée de Fombelle, Thomas Cotto, Nathan Lévesque aussi, bref, il y a des nouvelles dedans. Et à chaque fois, il y a des portraits aussi d'auteurs. Il y a le portrait de Christelle Dabos, le portrait de John Green, Mario de Muraille, Simon Rouguet, blablabla, il y en a plein, blablabla. Donc voilà. C'est trop bien, c'est très 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 complet, donc je suis allée le voir pour le remercier en fait de ce guide, parce que moi j'étais un peu plongée dans Montreuil et que je cherchais des recommandations et que je me suis rappelé que j'avais ce guide-là, et que ça m'a bien aidé. Et là il m'a dit, le tome 2 arrive. Donc voilà, tout nouveau, avec que des nouvelles recommandations, des nouveaux portraits, des nouvelles justement, et ça arrive pour normalement l'année prochaine. Et il y a une campagne Ulule, donc je pense que je vais y participer, je vais leur donner quelque chose, parce que vraiment ça a été... c'est une mine en fait, c'est une mine d'informations sur la littérature ado. Donc si vous cherchez des recommandations, si vous cherchez à faire un cadeau à des gens qui lisent de la littérature ado ou qui veulent le découvrir, bah franchement, foncez, parce que c'est excellent, excellent, très très bien fait. Et puis voilà, c'est de grande qualité, donc moi j'ai beaucoup aimé. Donc je suis allée le voir, j'étais contente aussi. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu plein de hardback, plein de jaspage, j'ai bavé tellement. Plein de maisons d'édition, plein de trucs. J'ai pas vu d'auteur en dédicace, c'était pas le propos là aujourd'hui, puisque moi j'y allais plutôt le matin et il y avait les 3-4 auteurs en dédicace. Il y avait les auteurs de Les Profs, je sais pas si vous voyez, qui étaient en dédicace, il y avait beaucoup d'ados qui attendaient tout ça avec leurs exemplaires. Mais je cherchais pas à avoir des auteurs. Si j'y retourne lundi, peut-être que je verrai lundi matin ce qu'il y a, enfin qui il y a, parce que dimanche ça va pas être possible. Mais voilà, c'est pas grave, j'attendais pas ça de Montreuil cette année au niveau des rencontres, je voulais pas forcément de dédicaces. J'avais vu le programme aussi, parce qu'il y a beaucoup d'interviews, de rencontres, de conférences aussi, mais ça me bottait pas trop, les sujets m'intéressaient pas trop. Je ne doute pas que c'est de grande qualité, mais c'est vrai que c'est pas des sujets qui me bottaient. Donc voilà pour cette première demi-journée à Montreuil. J'ai hâte d'y retourner, parce que j'aime tellement cette ambiance de salon, se perdre au milieu des livres, découvrir des livres qu'on a vu passer sur Instagram, et c'est toujours chouette de prendre le livre, de le feuilleter, de voir la qualité du papier, la couverture, si c'est doux, si c'est lisse, si c'est tout ça, s'il y a un jaspage, s'il y a un hardback, si c'est des poches, tout ça. Il y a des très belles mises en scène de certaines maisons d'édition, Lumen, il y a PKJ aussi qui fête ses 30 ans, beaucoup de choses, et puis plein de petits stands pas connus du tout, donc j'ai essayé de filmer un peu de tout. J'ai pas filmé systématiquement le nom du stand et les bouquins, mais si vous regardez en fait les livres, s'il y a un livre qui vous tente, vous regardez le titre, vous allez forcément tomber sur l'auteur et la maison d'édition. Donc après, vous pourrez voir ce qu'ils font. Mais vraiment, c'est un salon à découvrir absolument, Montreuil, parce que pour les petits et pour les grands, pour les petits, ils sont des étoiles plein les yeux, quoi, c'est fou. Et pour les grands, parce que même nous, grands adultes, bah, on est curieux, et puis quand on est passionné de littérature, que ce soit adulte ou ado, et ben on tombe toujours sur des grandes tentations, et j'ai trop envie de faire un mois consacré à la littérature jeunesse en 2025, de ne me nourrir que de ça en fait, d'oublier les contemporains, les thrillers, tout ça, de me plonger dans des lectures comme si j'avais 15 ans, remonter le temps et me dire voilà, tu découvres ça maintenant, t'as 15 ans, n'attends rien et juste laisse-toi porter, ça va être trop bien. J'ai sélectionné pas mal de titres, je pense que j'en achèterai, mais voilà, Montreuil c'est trop cool. C'est trop cool. Et allez à Montreuil, allez voir de la littérature jeunesse, allez rencontrer des auteurs aussi, c'est toujours chouette. Voilà, je vous reprends du coup un petit peu plus tard pour conclure ce vlog Montreuil. Pas dimanche, mais probablement lundi, voire mardi, pour vous donner peut-être une autre impression, peut-être d'autres images entre-temps, un débrief, peut-être un craquage, je ne sais pas. Oh, j'ai revu cette histoire publiée aux arènes, je ne sais jamais le titre, L'enfant, le renard, la taupe et le cheval, un truc comme ça. Il y a une édition collector qui est ouf, qui est magnifique. Et moi, je l'avais reçue en épreuve non corrigée, enfin, en service de presse, souple en fait. Et là, je crois que c'est pas tout à fait le même dessin, il y a des trucs en plus, enfin, c'est magnifique. Et il y a un petit, je voulais feuilleter aussi, ça s'appelle Des mots d'amour, et le dessin est sublime aussi, c'est absolument magnifique. Et je pense que ça doit être le même dessinateur. Mais vraiment, il y a de fortes chances pour que je craque quand même. Si jamais je craque avec mon fils, je vous montrerai les achats. Et puis je vous retrouve du coup un peu plus tard dans ce vlog. Alors, on est toujours dans le vlog de Montreuil, et j'ai mis mes recommandations, enfin tous les livres que j'ai photographiés aujourd'hui qui me tentent. J'avais mis les résumés, enfin j'avais photographié la couverture et le résumé. Et là, je suis sur Livre Addict et j'ai rajouté ça sur ma liste de livres SFFF à lire en 2025. J'en ai 24.
C'est beaucoup. Je vais vous montrer ça. Alors, bon, je vais changer le titre parce que finalement, il y a beaucoup de jeunesse aussi. Donc, je vais mettre jeunesse d'hiver 2025. L'espace d'un an, Becky Chambers, je vous en avais parlé, les deux là. Pierre Pével que je veux reprendre. La parabole du semeur, je l'ai vu tout à l'heure sur le stand comment il s'appelle, Au Diable Vauvert. Et après, c'est de la jeunesse. Voilà. Donc, Balto, le dernier des valets de cœur qui me tente beaucoup. Oh Sisters, qui a l'air trop bien. Ça, c'est l'école des loisirs. Ces trois-là. Maïdala Express, c'est l'école des loisirs aussi. Ensuite, on passe à Lucie Pirapajo, c'est celle qui avait écrit Les mystères de la Rispem, et celui-là a l'air très 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 chouette. Magic Charlie, parce qu'il m'a été recommandé par une copine, Aurélia, et il a l'air très bien, et je sais que j'avais failli... je crois que je l'avais commencé pour le Plib il y a longtemps, quand il était sorti, il y a au moins 5 ans. Et puis j'avais pas continué, je ne sais pas pourquoi. La passeuse de mots, qui a l'air vachement bien aussi. Voilà. Et la lune... Oula. Bah alors, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ça fait pas du tout le focus? Voilà. Et la lune là-haut, alors ça c'est chez la maison d'édition, il y en a 2 ou 3 je crois. Thierry Magnier, voilà. Celui-là. 7 jours pour survivre, pareil, Thierry Magnier. Ensuite on passe à Engrenage et Sortilège qui me tente beaucoup, de Adrien Thomas, et c'est chez Rajo. Et là il y en a vachement qui me tentent de chez Rajo. Celui-là a 3 tomes. Et en fait, c'est la saga Mécaverse, pardon, qui est terminée, mais je ne sais pas ce que c'est que le 0. 2023, ok, donc c'est pas chez Rajo, bon bref, c'est pas grave. Hop, voilà, Engrenage et Sortilège. La ville sans vent aussi, qui me tente beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ceux qui ne peuvent pas mourir, de Karine Martins, donc ça on m'a recommandé, c'est le Grenier d'automne qui me l'a recommandé, qui me tente énormément. Il y a 3 tomes, et ça c'est les monstres de Rookhaven, parce qu'il est beau déjà, et parce qu'il me tente aussi. Oui. Voilà, là c'est l'agence Lovecraft, c'est chez Gulfstream. Je vous mets le résumé là si ça vous tente. Il y a 4 tomes. Hop. Là, alors là, on est chez Yinis. Et alors chez Yinis, il y a Legend and Latte. Donc pareil, Aurélia me l'a vendu et survendu. Et ça, c'est La Cité des Brumes oubliées. Et ça va être dans l'esprit Ghibli, en fait. Voilà, c'est très 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 chouette. Et ça reprend en fait le voyage de Chihiro, en sachant que ce n'est pas tout à fait la même histoire, mais ça s'inspire beaucoup 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 de ce titre-là. Donc Legend and Latte, là c'est pareil, Mononoke, inspiration Mononoke, histoire de fantôme japonais. La Cité du Temps, qui a l'air trop bien, je vous mets le résumé, parce que vraiment, il a l'air trop trop cool. Voilà, il est assez gros, hein. 496 pages, il est sorti là, il y a 2 ans. Hop, et La boutique des choses inavouables, parce que Céline Chevet, j'avais adoré la fille qui tressait les nuages. Donc là, c'est son dernier qui vient de sortir, au chat noir. Pareil, ici, vivent les ténèbres de Sanguine. La couverture est très très jolie. Très sombre, j'aime beaucoup. Je vous montre un petit peu le résumé aussi si vous voulez. Il est très bien noté. Alors, il n'a pas beaucoup de votes, mais je me dis que ça doit être des gens qui s'y connaissent quand même. Et alors ça, Vertèbre, j'aime beaucoup le nom. C'est une dame qui a l'air, une autrice qui a l'air assez rock'n'roll. Je vous mets ça si vous souhaitez. Et c'est elle qui avait écrit Rouge Toxique. Et on n'en a plus, Lolo. Faut que je rachète. Pardon, ça va être un petit peu plus histoire. Oui, bah il en reste une. Tu veux prendre la dernière? Donc voilà pour cette autrice qui a écrit pas mal d'autres choses. Et tout ça me tente énormément. On est sur 24 livres. Donc je suis un petit peu embêtée. Il y a de la priorité, hein. Clairement il y a de la priorité. Il y en a qui me tentent parce que je les ai vus un peu sur un coup de tête aujourd'hui, mais qui ne seront pas prioritaires. Mais je pense très très sérieusement que je vais me faire un mois de lecture fantasy, jeunesse en 2025. Ça promet.
nous sommes dimanche après-midi, nous sommes allés à Montreuil avec mon fils ce matin. C'était pas quelque chose de gagné parce qu'en fait hier matin il a vomi. On a craint une gastro et en fait c'était un champignon qui n'était pas passé, donc ouf, tout va bien. Donc j'ai pu l'emmener ce matin à Montreuil, on est parti pour arriver à l'ouverture en fait, pour arriver à 10h, on est arrivé à 10h10 je crois. Et j'avais une accréditation et un billet pour mon fils. Je suis rentrée par la porte des accréditations et j'ai dit j'ai le billet de mon fils, il m'a dit c'est bon. Ok, j'ai même pas bipé le billet de mon fils, quoi. Donc je ne sais pas comment est leur organisation au niveau de la billetterie. Mais bon, bref, on a pu rentrer, il y avait presque personne, donc on a pu valser au gré des allées, c'était trop bien. Il a tout regardé. Je l'ai arrêté parce qu'il regardait tout, puis il regardait et puis il voulait ça. Ah, on peut avoir ça, on peut avoir ça. Non, pas tout en fait. Hein. Mais j'étais tellement contente de l'emmener. C'était un bonheur de voir tous ces livres qui pouvaient déjà voir et toucher parce que c'était ça apportait à son niveau. Il est pas très grand, il fait 1m8. Donc voilà, mais c'était vraiment sur des tables basses, quoi. Donc vraiment à porter les enfants, c'est fait pour ça. Et puis il y en avait plein. Il n'y avait que ça. Alors pour des adultes, on va dire, évidemment, c'est un salon pour les enfants. Oui, mais moi je me mets à la place de mon fils qui voit tout ça. Et les décors, et les grands posters, et les trucs. Enfin, c'est incroyable, quoi. Donc c'était génial. Et on a fait quelques petites emplettes. Alors, la première emplette qu'on a fait, c'est on est allé à l'école des loisirs. Et la première chose qu'il a vue à l'école des loisirs, c'est Pop. Moi, je ne connaissais pas Pop. Et il a vu un grand bouquin de Pop, mais cartonné. Et j'ai dit, attends, t'es grand, toi, tu peux en prendre un plus petit, avec des pages plus fines, tu sais tourner les pages correctement. Donc on a pris celui-ci, le Château des couleurs. C'est très mignon, Pop. Je ne connaissais pas du tout, donc je pense qu'il a dû le voir en classe, à mon avis, parce que c'est vrai qu'à la maison, on n'avait pas ça et je ne connaissais pas ce personnage. Donc voilà pour Pop. Oui. Ensuite, on est monté. Alors, c'était à l'étage, ça, Pop? Non, c'était au rez-de-chaussée. On est monté à l'étage parce que je me suis dit, il y a moins de monde. On a été chez 404 Ground et compagnie. Et alors, il est déjà sorti parce qu'il a déjà fait. On a pris un pinceau magique parce qu'il aime beaucoup. Et là, c'est les engins. Donc, je vais vous montrer à la fin. Tous ces engins-là, voilà, qui lui plaisent beaucoup. Donc, il a déjà fait 2 fois hein, depuis qu'on est rampé. Donc, le pinceau magique, c'est vraiment la découverte de l'année, en fait. Hein. Voilà, clairement, c'est absolument génial, ce truc. Et ça fait passer du temps pour les enfants en sécurité, puisqu'ils ne s'éclaboussent pas. En fait, le pinceau est assez sécurisé. Et vraiment, c'est trop bien. Je ne sais pas à partir de quel âge ça commence, mais je pense ils disent ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Vraiment, ouais, 3 ans. Même peut-être un peu avant, en fait, parce que finalement, tu gribouilles et puis tu laisses apparaître les couleurs, donc c'est chouette. C'est le deuxième qu'on a de chez eux et ils sont très très bien. On a été voir également les éditions La Tête ailleurs que moi je connaissais parce que j'avais acheté pour mon fils l'an dernier La Nuit des songes et Le chat qui voulait voir les étoiles. Puis ils m'ont contacté pour m'envoyer leur nouveau titre qui s'appelle Une oasis. Et là, j'ai découvert qu'il y en avait un nouveau, qui s'appelle Être soleil avec des dessins toujours aussi doux. Je vais vous montrer un petit peu. Et un message toujours aussi mignon et joyeux et positif. Voilà. Donc moi je suis vraiment totalement fan. Et en plus c'est fait dans le 93, pas très loin de chez moi. Je sais pas si c'est dit quelque part. À Rosny-sous-Bois. Voilà. Donc, donc là c'est la collection Déambule, parce qu'ils ont d'autres titres, mais c'est vraiment moi cette collection que je prenais pour mon fils. Et La Tête ailleurs est basée à Saint-Denis. Voilà. Donc département 93. C'est chez moi, donc je les soutiens. En plus, c'est très bien comme livre et les dessins sont très beaux et mon fils aime beaucoup. Donc, on a pris celui-là et nous sommes allés aux arènes parce que j'avais repéré pour mon fils des livres. Alors, c'est là où je me dis, on franchit un cap quand même. Chez les arènes, il y a les livres à lire tout seul dès la maternelle. Alors, c'est un peu tôt, il est en grande section. Je pense que de toute façon, ils apprennent à lire plus en CP. Les syllabes, tout ça, je pense que c'est plus en CP. Mais, vous voyez, dès qu'il y a une syllabe OU, ou c'est dans une autre couleur. Et c'est des petites histoires. Alors, qui se lisent tout seul, je suis pas sûre, mais bon. Ce qui est bien, c'est qu'on voit OU, le S qui est muet, donc il est en gris, se camoufle, pareil. Je suis, le S est muet, à l'abri. Voilà, etc., etc. Lapin, le son 1, ou, voilà, etc., etc. Donc on en a pris 2, parce qu'il en voulait 2. J'ai fait, bon, allez, d'accord, ok. Donc c'est vraiment l'étape, on commence à essayer de lire les syllabes. C'est pas facile, mais je pense qu'il y a un déclic qui va se faire de toute façon courant de l'année à mon avis. Et le but c'est pas de le faire lire absolument à l'entrée en CP, c'est de juste qu'il ait conscience de certaines syllabes
qu'il retrouve en fait dans son prénom, dans les mots quotidiens, dans tout ça. Et c'est un bonheur en fait de le voir découvrir ça et de le voir comprendre en fait. Ça, j'adore ça, j'adore ça. Donc c'est trop cool. Donc je me dis l'année prochaine, on va peut-être acheter plus de livres comme ça. On verra. Donc ça c'était pour lui. Il a acheté donc, enfin, je lui ai acheté 5 livres. Premier butin de Montreuil, voilà. J'étais trop contente. Et moi, juste à côté de... en fait, ça s'appelle comment? C'est le marché des tout jeunes éditeurs, je crois, là où il y a La Tête ailleurs. Il y avait les éditions Nouvelles, que moi j'avais vu passer, je sais plus où, pour le livre le train, non, Les Enfants du chemin de fer. Je l'ai vu passer plusieurs fois en fait sur Instagram. Et en fait, Les Enfants du chemin de fer, c'est un livre de... Je vais retrouver le titre. Edith Nesbit, qui a été publié au début XXe siècle, je crois, puisqu'elle est née... ah non, en 1858. Et il est sorti quand? C'est pas écrit. Je peux même pas vous montrer. Alors, je l'ai pris en vlog. Vous allez le voir, vous l'aurez sûrement vu passer dans les images. Mais ça m'embête un peu. Bref, il y en a plusieurs qui sont sortis. Oh, zut. Alors, c'est pas Les Enfants de Boxcar. Si, c'est Les Enfants de Boxcar? Non, c'est pas ça. Bref, alors en tout cas, voilà, il publie plein de trucs. Il publie, ce que je vous disais, Les Enfants de Boxcar, qui est en fait la dame qui était sur le stand est une américaine qui, elle, connaissait très bien ces livres-là, puisqu'elle les lisait quand elle était petite, en fait. Et c'est un peu l'équivalent de notre bibliothèque rose, vous savez, ouverte, Club des 5 et compagnie, en fait. Donc ça, c'était Les Enfants de Boxcar, c'est des petits orphelins qui vont trouver un train et qui vont décider de vivre dedans et qui vont l'aménager. C'est un train désaffecté, en fait, un wagon, tout ça. Donc ils l'aménagent. D'ailleurs, on voit dans le tome 1 qu'il y a un wagon. Et donc là, il y en a 4 ou 5 qui sont sortis. C'est de Gertrude Chandler Warner, qui est de 1890 à 1979. Et depuis 1942, elle a écrit, enfin, sont sortis 19 tomes des Enfants de Boxcar. Et j'ai vraiment très envie de tenter. Vraiment, vraiment. J'avais lu La Petite Maison dans la Prairie, qui est pareil, un jeunesse classique de la littérature américaine. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et j'aimerais lire le tome 3. J'ai vu que là, je crois que c'est Hachette ou Flammarion en tête. Flammarion jeunesse. Ressort le tome 1 et 2. Ils sont magnifiques, je les ai vus hardback, ils sont superbes. Mais moi, les tomes 1 et 2, je les ai déjà dans une belle édition Flammarion. Et je voudrais essayer de continuer tome 3, 4, etc. Parce qu'ils vont continuer la série en 2025. Mais j'ai pas envie de racheter cette collection-là, j'ai envie de continuer celle que j'ai déjà, qui est très jolie. Ensuite, il y a... C'est de qui? Ah bah c'est des autrices indépendantes. Une collection en hardback très 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 mignonne. Des dorures de partout et tout, c'est très beau. Donc c'est les suffragettes avec les Vintage Sisters et c'est une histoire différente à chaque fois et ça permet de voyager dans les États-Unis à l'époque des suffragettes dans les années 10 et c'est des filles qui sont très très émancipées et pareil, j'ai grave envie de craquer. Donc il est vraiment vraiment pas impossible que je craque parce que j'y retourne demain. Je pense que demain, pour ce genre de petit éditeur, je pense que je peux craquer. En sachant que ces petits-là, ils sont quand même à 12,50 €. Que les Enfants de Boxcar sont à 12,50 € aussi. Donc je peux peut-être en prendre un. Et puis peut-être les Enfants du chemin de fer. The Railway Children. Ouais, 2025. 18 août. Oui. Oui, bah c'est pas grave, tu attends. Je lui mets une petite vidéo de train parce qu'elle était très simple. Ah d'accord, j'arrive. Donc voilà, et donc les Enfants du chemin de fer, elle n'a pas écrit que ça, elle a écrit aussi Les mésaventures de l'illustre famille Bastable, qui est sortie en mars, et La dernière fée des sables. Pareil, c'est de la jeunesse. Ils sont tous à... Ah non, ceux-là, ils sont à 15,90 €. Et là, on a des créations françaises de la maison d'édition aussi, on a 3 titres. Anna. Oui, j'arrive. Caracal. Oui, j'arrive. Et oui, et Interland avec un tome 1 et un tome 2 qui arrivent bientôt, visiblement. Et là aussi, il y a un tome 2 pour celui-là qui arrive. Donc voilà, ça a l'air vachement bien, vachement jeunesse, mais littérature américaine, traduction de best-seller anglais et américain. Création française pour les 8-15 ans. Voilà. Je vous recommande très très fortement de jeter un œil parce que les couvertures sont très belles et les histoires ont l'air très mignonnes aussi. Voilà pour aujourd'hui. Eh bien, j'y retourne demain. Et je crois que demain,
je vais craquer. Je vous montrerai tout ça, mais je vais essayer de faire gaffe. Mais il y a de fortes chances pour que je craque. En sachant que si je craque sur des romans de nouvelles, c'est un bouquin un jour, quoi. Ça se lit vraiment très vite. Donc c'est pas un souci de faire plus 1 dans la palle, ou plus 2 ou plus 3, puisque je pourrais tout à fait les caser rapidement. Et lu très vite aussi, quoi. C'est pas un bouquin de 400 pages, voilà. Et sinon, j'ai commandé d'occasion, parce que je l'ai trouvé d'occasion, Reine de l'Ouest. Vous savez, le gros bouquin de chez Sarbacane, qui est un livre dont vous êtes le héros. Il me tentait énormément. Et donc je l'ai commandé d'occasion, parce que je l'ai trouvé d'occasion. Et j'ai trouvé une liste de tous les romans qu'il y a à la librairie Majot. Donc il y a La Ville sans vent, il y a La Passeuse de mots, Engrenage et sortilège. Déjà ces 3-là que je veux lire. Et les autres qui me feraient envie et qui ne sont pas chez Majot, je pourrais les commander chez ma libraire. Donc je suis contente, parce que je fais un petit deal entre un bouquin d'occasion, parce que c'est quand même un gros bouquin qui coûte un peu cher, et je l'ai eu à 12,90 ou 19,90 d'occasion chez Gibert, et des bouquins neufs, je fais vivre la librairie Majot, parce que je l'ai commandé, et je vais aller aussi chez ma libraire pour en commander d'autres. Mais ceux-là attendront peut-être un petit peu. Je vais déjà lire Reine de l'Ouest. Si j'en achète demain chez Novel, pareil, je vais peut-être en lire quelques-uns là, peut-être pas en décembre. Ah mais je vais être fou là. En décembre j'ai de la place, mais je sais que j'attends le roman 10-18 et une épreuve non courue d'une amie ne m'étonnerait pas. Donc je vais voir, mais en tout cas, j'ai hâte et j'ai envie de craquer bien en fait, de craquer, comment dire, pour aider les petites maisons d'édition aussi. Donc c'est tellement tentant Montreuil, c'est fou. Donc j'y retourne demain, je vous refais encore quelques plans demain, peut-être de bouquins, de beaux bouquins que je prendrai le temps d'ouvrir et tout. J'ai vu que demain, il y avait une autrice en dédicace, si j'ai le temps de la voir, c'est avec plaisir, c'est l'autrice de Sweet 16 que j'avais lu il y a longtemps et que j'avais adoré. Ça se passe dans le lycée en Arkansas en 1957, c'est un lycée américain qui ouvre ses portes à une classe de noirs américains pour la première fois. Et en fait, ce bouquin-là est un bouquin jeunesse, et en résonance, vous avez Little Rock 1957 de Laurent, je ne sais plus, mais je l'ai déjà vu plusieurs fois en salon, et il est excellent ce bouquin, excellent. Donc vous avez la version jeunesse, la version adulte, qui sont toutes les deux excellentes, et celle-là, si je peux me la faire dédicacer par l'autrice, ça serait vraiment cool, parce que j'ai adoré. Voilà. Si vous cherchez un bouquin ado, intelligent, bien écrit, et avec un fait historique réel, concret, avec des faits historiques, et bien foncez, parce que Sweet 16 c'est vraiment une perle. Voilà, je vous reprends demain à Montreuil.
petit retour post-Montreuil, ça y est, c'est terminé pour moi, et presque pour Montreuil aussi, puisqu'on est lundi midi, et il reste juste l'après-midi de ce lundi. C'était trop bien, comme d'habitude, comme tous les Montreuil, c'est génial. J'ai à chaque fois envie d'y retourner, et juste de me poser, et de regarder les gens, et de regarder les stands, et les livres, et je pourrais passer des heures, je crois, sans rien faire, sans acheter, sans avoir d'auteurs en dédicace, mais voilà, juste être là, être présent en salon, ça fait tellement du bien. Je sais pas si vous avez ce ressenti-là quand vous y allez, mais moi, c'est vraiment un régal. Alors, aujourd'hui, j'avais prévu d'aller voir peut-être Anne-Lise, comment elle s'appelle, Heurtier, pour Sweet 16, mais finalement, elle y était tard et j'ai pas pu rester. J'ai aperçu Timothée de Fombelle et Manon Fargeton. Si j'avais pu, s'il n'y avait pas eu autant de monde pour Timothée de Fombelle, je pense que je lui aurais pris Toby Loneless, parce que je ne l'ai jamais lu et qu'il faut que je le lise, je pense. Et voilà, j'avais très envie de faire une dédicace et je me suis dit, bon, allez, c'est pas grave, tant pis. Je suis partie à 11h, je suis restée de 10 à 11, c'était vraiment une toute petite heure simplement. Mais j'ai quand même eu le temps de craquer parce que je suis allée voir le 1 pour leur magazine spécial consacré au goût de la lecture. Je ne l'ai pas ouvert. Je sais qu'il est trop bien de toute façon. Il est toujours trop bien, je m'étais abonnée un temps au 1 et puis comme c'est hebdomadaire, on n'avait pas le temps de les lire forcément tous à la maison, donc on a arrêté malheureusement. Mais trop cool, donc c'était voilà comment écrire pour les enfants, donc là c'est Sébastien Gendron qui est interviewé avec plein de références. Ensuite on a Mathias Picard, Estelle Faye qui est autrice jeunesse aussi. Les 20 pépites du salon qu'on peut retrouver ici, là il y en a 8, pourquoi il y en a 8 ? Ah non, il y a les autres aussi, d'accord. Comment lise des 16-19 ans avec le CNL, hein, j'avais vu aussi le compte-rendu du CNL, les neurones de la lecture, comment j'ai appris à lire, plein de trucs, grand entretien avec Clémentine Beauvais, et, magnifique, 40 livres à lire avant d'avoir 14 ans. Et alors 14 livres à lire après avoir 40 ans, ça marche ou pas? Voilà tout ça. Alors 100 fois ni loin me tente grave. Est-ce qu'il y en a que j'ai lu? Est-ce qu'il y en a que j'ai lu? Pas du tout, mais non, j'en ai pas lu un seul, ça craint. Bon, le voyage de Babar, voilà. Les 3 brigands, non. J'ai rien lu du tout. Oh, ça craint. Bah si, Mathilda, je l'ai lu en VO. Marion Brunet, j'ai pas lu de Cap et de mots, mais 100 fois ni loin me tente beaucoup d'elle, donc voilà. Il y a du Suzy Morgenstern, il y a du Timothée de Fombelle. Ah bon? Ah non, c'est Timothée de Fombelle qui conseille Mathilda, d'accord. Voilà, il y en a plein. Donc si vous vous procurez le magazine, vous pourrez voir ce magnifique poster, des livres à lire. Et encore, on peut les lire après 40 ans, bien sûr. Et on a en bonus Mathilda de Roald Dahl, où on a Mathias Malzieu, tiens, qui parle du muscle de notre enfant intérieur. J'aurais aimé découvrir ce roman à 10 ans. Et ben moi aussi, parce que je lisais pas à 10 ans. Je vous le redis. Petite histoire d'un grand livre. Donc là, c'est un peu l'histoire de Mathilda. Ensuite, on a des repères sur Roald Dahl et un entretien avec Florence Cassuli, qui est chercheuse en littérature, docteure en littérature jeunesse, anglophone, spécialiste de Roald Dahl. Et donc, une interview là-dessus. Et on a... J'ai trop envie de l'accrocher dans la chambre de mon fils. On a un poster de Mathilda. Voilà. C'est pas le livre qui est dedans. Hein. Mais par contre, il y a un extrait clé des Grandes Espérances non, un extrait de Mathilda, pardon, qui s'appelle Les Grandes Espérances. Ok. Donc voilà, pour ce magazine-là, j'ai prévu en 2024 de lire le magazine. Donc je vais vraiment essayer de m'y tenir. Je vous conseille le 1 absolument parce qu'ils sont beaucoup trop cool. Et voilà, il coûte 5,90 €. Il n'y a pas de pub et c'est que de la qualité. Pour la littérature, voilà, pour tout plein de sujets. Ensuite, je suis retournée aux éditions Nouvelles pour prendre Les Enfants du chemin de fer. J'ai très longtemps hésité avec Les Enfants Boxcar, mais Les Enfants Boxcar étaient très très jeunesse. Donc j'ai feuilleté un petit peu, j'ai même pris un extrait du premier tome. Elle m'a expliqué que c'était un extrait des épreuves non corrigées, mais il y avait quelques petites choses, peut-être 1 ou 2 coquilles, mais voilà. Et c'est de l'écriture très très jeunesse. Mais je me dis qu'en anglais, ça pourrait être vraiment vraiment cool. J'y ai pas pensé, mais ça pourrait être très très cool. Ça pourrait être hyper accessible, je pense. Et moi qui lis de la jeunesse en anglais, je pense que ça peut carrément le faire. Et il y avait aussi un extrait de Hardy Boys, les Hardy Boys, voilà. Les héros cultes de la littérature américaine. Et ça arrive le 18 janvier. Ah non, 2023, c'est déjà sorti. Donc ça, en VO, ça peut le faire. Et ça, en VF, ça va le faire. C'est un des tout premiers romans de la littérature jeunesse, considéré comme de la littérature jeunesse. Il a été publié, je crois, en 1905, il me semble.
Et il y a écrit l'autrice qui a inspiré Harry Potter et le monde de Narnia. Et ça ne m'étonne pas du tout parce que je crois qu'effectivement, voilà, Edith Nesbit est un monument de la littérature jeunesse britannique. Ce roman est son chef-d'œuvre. C'est Clémentine Beauvais qui dit ça. Malheureusement, ça je vais l'enlever parce que ça m'embête. Et parce que la couverture est tellement belle. Elle brille. Ouh. Et je pense que si je le lis avec mon fils, il va faire « Oh, train! Je veux voir le train !» Et peut-être qu'il y a... Ah oui, il y a des illustrations. Des jolies petites illustrations. Alors c'est écrit très gros bien sûr. Est-ce que toutes les illustrations sont les mêmes? Pas du tout. Il y en a une à chaque début de chapitre. Est-ce qu'il y a une petite carte par hasard? Alors on a la présentation des enfants là. Et à la fin, présentation de l'autrice. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a une carte, je disais? Non. Non, le commencement, ok. Donc il est court, hein, il fait 300 pages. Il est lu, à mon avis, en une journée, hein, celui-ci, il n'y a pas de souci. Il fera plus un dans la palme, mais il n'y restera pas bien longtemps. J'aime beaucoup cette petite illustration. Et voilà, je suis très très contente. Je suis vraiment très contente. Et j'ai envie de m'y pencher un peu plus. J'ai envie de me pencher plus sur les éditions nouvelles aussi. Parce qu'apparemment, en 2025, ils vont publier beaucoup d'autres récits. Je vous en ai parlé. C'est ceux-là. Hop là. C'est ceux-là, les Vintage Sisters. Alors, c'est du hardback, qui sont très très beaux. Très jeunesse aussi, mais en fait, à partir de 2025, ils vont faire une collection qui est un petit peu dans le même esprit, mais plus ado-adulte, en fait. Donc, ça, c'est trop cool. J'ai hyper hâte. Voilà, donc ça, c'était pour les éditions nouvelles. Et je suis retournée chez Inis. Je n'ai pas pris les Jones & Latte. Je sais, Aurélia, je sais. Frappe-moi, tant pis. Mais il est là, je l'ai vu, je l'ai feuilleté, je l'ai pris dans mes mains. Je sais, il a l'air trop bien, je le lirai, mais j'ai plutôt pris un roman japonais de Sachiko Kashiwaba qui s'appelle La Cité des Brumes oubliées. Elle en a écrit plusieurs et c'est en fait une autrice, alors je ne sais pas si... Alors, en primaire, je lisais les romans de Mary Poppins. À cette époque, je pensais qu'en me rendant en Angleterre, il me serait possible de la rencontrer. Au collège, quand j'ai lu Le Monde de Narnia, j'ai voulu aller à Narnia. J'avais même réfléchi à différents moyens d'y parvenir. Les romans que je lisais me donnaient envie de visiter les mondes dans lesquels ils se déroulaient. Enfin, lorsque je me suis mise à écrire, j'ai pris conscience du fait que différentes personnes vivaient dans les mondes que je créais. Dans ces mondes évoluent mes merveilleux amis, mes aînés, mes professeurs, tous ceux qui sont dans mon cœur, jusqu'à l'ourson en peluche que j'ai perdu quand j'étais petite. Je me demande quels personnages vivent dans vos mondes à vous. Cette histoire se déroule dans mes rêves et dans ceux de Lina. Je l'ai écrite et publiée la peur au ventre, me demandant si les habitants de l'avenue extravagante pourraient résider dans vos mondes rêvés. J'espère de tout cœur que ce premier roman vous plaira. Pour finir, j'aimerais remercier monsieur Satoru Sato de m'avoir ouvert les yeux sur l'importance de la fantaisie. Il a été écrit, ce roman, en 75, donc il y a très longtemps, et il a inspiré le voyage de Chihiro, en fait, de Hayao Miyazaki. Et en fait, cette autrice a aussi écrit d'autres romans. Je ne sais pas si je vais les trouver. Non. Mais elle en a écrit d'autres, dont un... Ah non, c'est pas elle qui a écrit ça. Non, il y a un autre roman qui s'appelle Arrietty, qui est le roman à l'origine de Arrietty. Et il y en a d'autres, il y a Mononoke aussi, qui est un roman avant, Le Château de Hurle, qui est de Diane, je ne sais plus quoi, qui a inspiré Le Château ambulant. Et voilà, c'est les romans qui ont inspiré Chihiro, quoi, en fait. Voilà, donc j'ai très très hâte. Il est court, il est écrit gros, il fait 140 pages. Pareil, en une demi-journée, ça c'est lu, donc ça fait plus un dans la palle, mais pas très vite, pas très longtemps, je pense. Et on m'a même offert un petit jeu de cette famille, Yokai, voilà, avec les esprits du folklore japonais. Voilà, donc mes deux achats de Montreuil, je me trouve extrêmement raisonnable. À la base, j'avais dit j'achète rien, mais voilà, j'en ai acheté deux, j'en ai toute une liste en wishlist qui me tente et que je me procurerai courant 2025 et que je lirai aussi courant 2025. J'ai envie vraiment de me plonger dans le monde de la fantaisie et de la jeunesse parce qu'il y a tellement de pépites que voilà, c'est une source infinie, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'espère que ce vlog spécial Montreuil vous a plu. Dites-moi si vous êtes allé sur le salon, si vous avez aussi fait des achats. Et puis voilà, quelles sont vos dernières lectures jeunesse ou SFFF, science-fiction, fantasy, fantastique, et histoire d'alimenter un peu plus ma wishlist parce que je la trouve un petit peu pauvre à 24 livres, c'est pas beaucoup. Voilà, je vous retrouve dans un prochain vlog et je vous dis à bientôt.